Hello les amis pilotes. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet à la demande d'un abonné, parler du tour de piste. C'est parti. Québec Kilo, piste 26 heures autorisée de décollage. Alors comment on pourrait définir un tour de piste? De manière assez simple, le tour de piste, c'est ce moment où le pilote avec son avion va réaliser des mouvements au-dessus d'un aérodrome et suivre ce qu'on appelle un circuit de piste, qui peut être soit publié, soit être libre, avec seulement quelque peu d'indications. L'objectif du tour de piste est multiple. Dans un premier temps, il permet la sécurité des vols, puisque chaque pilote va interagir dans un environnement en utilisant le même chemin, en utilisant le même parcours. Ils peuvent être accompagnés d'un contrôleur aérien si l'aérodrome du tour de piste est contrôlé, ou dans le cas où il n'est pas contrôlé, ce sera un agent AFIS ou tout simplement en auto. Info. L'avantage aussi du tour de piste, c'est de pouvoir sortir de l'aérodrome pour un vol local ou une navigation en toute sécurité. Idem pour pouvoir revenir. Ou sinon, le tour de piste, j'ai envie de dire, c'est parfait pour pouvoir s'entraîner à la mania, notamment dans les phases cruciales que sont le décollage, l'atterrissage et surtout être à l'aise au niveau de l'approche. Le tour de piste, il a aussi un autre avantage, c'est que pour pouvoir s'entraîner à la phraseo, c'est parfait. Vous pouvez être comme ici à Logne avec un contrôleur aérien qui va vous donner les indications, vous allez suivre les consignes et vous allez collationner. Et si vous êtes en auto-info, l'idée c'est de bien communiquer à la radio, bien suivre le tour de piste afin que les pilotes qui sont avec vous sachent où vous êtes en termes de position, mais aussi qu'ils aient conscience des actions que vous allez mener. Et ça permet du coup que le trafic soit fluide dans les airs. Alors un tour de piste peut avoir plusieurs apparences. Vous pouvez avoir le tour de piste très classique, qui est un tour de piste au publié. Vous allez suivre les lignes correspondantes à ce tour de piste et vous allez vous y tenir. Pourquoi ces publiés existent? C'est parce que vous avez peut-être des résidences tout autour, des villes à ne pas survoler, que si on ne fait pas de tour de piste publié, ce sera trop complexe pour les pilotes. Donc là, le gros avantage, c'est qu'une fois que vous arrivez sur le terrain ou que vous voulez vous entraîner, ce n'est pas très compliqué, vous prenez vos repères et vous faites le tour de piste comme c'est indiqué. Dans certains autres aérodromes, vous n'aurez pas de tour de piste publié, ça veut dire que vous aurez 4 informations. Vous allez avoir votre ligne de montée initiale avec le virage à faire par la droite ou par la gauche pour aller en traversier et à partir de ce moment-là, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Et de la même manière, vous aurez la trace qui vous indique la finale avec la direction du dernier virage sur la droite ou sur la gauche. Donc ça veut dire que sur la base, le traversier et l'avant-arrière, c'est vous qui décidez de comment vous voulez organiser votre tour de piste. Alors c'est intéressant, par contre ça signifie qu'il faut bien parler à la radio de façon à bien expliquer ce que vous faites, où vous en êtes et où vous voulez aller, de façon à ce que vous n'ayez pas, c'est déjà pu arriver, un pilote qui vous passe devant, qui vous grille la politesse parce qu'il ne vous a pas vu ou parce que simplement il n'avait pas correctement compris vos intentions. Alors le tour de piste, il se compose en 6 étapes. Il y aura la première étape clé qui sera la montée initiale, vous réalisez votre décollage, passez les 15 mètres, vous êtes en montée initiale. Donc vous allez gentiment passer les éventuels obstacles que vous avez, couper votre pompe électrique, rentrer vos crans de volée et atteindre votre altitude de sécu ou du moins l'altitude du tour de piste en montant progressivement. Ensuite, vous allez arriver sur la deuxième étape, ce sera l'étape de l'avant-traversier. Donc cette étape-là, souvent sur un circuit de tour de piste classique, vous serez perpendiculaire à la piste, perpendiculaire à l'aérodrome et donc potentiellement perpendiculaire au vent, sauf si le jour J, vous êtes plein vent travers. L'idée de l'avant-traversier, c'est de poursuivre votre montée en altitude pour atteindre le niveau d'altitude requis pour le tour de piste qui sera indiqué sur la carte VAC. Une fois passé l'avant-traversier, vous allez intégrer une étape importante qui est la vente arrière. La vente arrière, c'est quoi? Ce sera le tracé du tour de piste le plus long. Pourquoi? Parce que c'est dans ce moment-là que vous allez tout simplement longer dans la parallèle tout le terrain de l'aérodrome, toute la piste, mais bien plus que la piste. Ce sera le moment parfait pour pouvoir configurer votre machine. En fonction de l'avion que vous allez activer la pompe électrique, sortir la chauffe-carburant si vous en avez une, réduire les gaz pour ensuite réduire la vitesse de votre avion et sortir un cran de volée pour ensuite compenser l'avion. Et le temps que votre avion ralenti, vous avez le temps de pouvoir examiner le reste de l'aérodrome, la piste, la façon dont la manche à air bouge ou pas, identifier aussi le trafic que vous avez autour de vous si vous êtes seul ou non. Bref, c'est une étape d'étude, une étape de prendre son temps. C'est aussi pour ça qu'on ralentit pendant cette phase-là. On est en mode approche pour vraiment
se préparer et se concentrer pour les étapes ultimes, dont la fameuse finale avec l'atterrissage ou le toucher. En fonction des aérodromes, certains peuvent être plus ou moins longs. À Logne, le temps de tour de piste, et notamment de l'avant-arrière, est plutôt court. Si par contre vous regardez la carte de Fontenay-Tressigny, le temps peut vous paraître long en avant-arrière, et si vous allez à Auxerre, alors là le temps peut aussi vous paraître très long parce que vous avez des zones que vous ne pouvez pas survoler. Sur ce stade justement, quand on est pilote et qu'on arrive sur un aérodrome où vous savez que l'avant-arrière va vous prendre de nombreuses minutes. J'ai déjà posé la question à l'instructeur en vol en disant est-ce qu'il serait possible tout simplement de rester en régime croisière et de préparer la machine, de ralentir à fond au dernier moment, quelques minutes juste avant l'arrivée à la base. C'est sur quoi il m'a répondu oui tu pourrais, mais dans ta logique, tu gagnerais quoi 2 minutes? Est-ce que pour des questions de sécurité, tu es à 2 minutes près? Ça représenterait 4,30 € au niveau de ton heure de vol. Non. Donc du coup, l'idée, ce serait que même si l'inventaire est très longue, conserver ce temps pour pouvoir bien préparer son approche, anticiper les différentes étapes qui nous restent au niveau de la base et de la finale, et surtout bien se concentrer sur l'étape du toucher ou de l'atterrissage. Arrivera ensuite la 4e étape, qui est l'étape en base. Alors cette étape, en fonction des aérodromes où vous irez, soit vous allez commencer à amorcer une descente, réduire votre vitesse, ou tout simplement vous n'allez rien faire du tout, vous allez rester à la même altitude et vous amorcerez votre descente un peu plus tard. Ça dépend vraiment des aérodromes. Je me souviens, l'aérodrome de Morée par exemple, il est assez spécial. La base pour moi était assez courte, il a fallu que je réduise tous les gaz, que je sorte tous les volets d'un seul coup, de façon à garder une vitesse qui ne soit pas trop élevée et de pouvoir intégrer l'étape de la finale en n'étant pas non plus sur une très grosse inclinaison. Ça dépend vraiment de où vous vous situez, mais en tout cas une chose est sûre, l'étape de base, c'est l'avant-dernière étape où vous êtes à nouveau perpendiculaire au circuit, perpendiculaire au vent, ça peut secouer un petit peu, et vous allez anticiper la 5e étape qui est le dernier virage. Alors le dernier virage, c'est intéressant, pourquoi? Parce que c'est ce moment où vous allez devoir calculer quand est-ce que vous devez commencer à amorcer votre virage pour vous retrouver aligné à la piste et aligné au plan. On apprend au fur et à mesure à savoir quand est-ce qu'il faut tourner. Parfois, souvent, quand on commence, on a tendance à vouloir tourner trop tôt pour anticiper de manière exagérée. Dans ce cas-là, c'est un peu dommage parce qu'ensuite il faut rattraper, votre virage est un peu mou, vous aurez tendance à perdre un peu de temps et à devoir vous repositionner, ce qui forcément vous donnera plus de travail en finale. Ou parfois, on se fait avoir notamment à cause du vent qui a tendance à nous faire sortir du tour de piste. Vous allez faire un virage trop tard et vous allez faire ce qu'on appelle un overshoot, et dans ce cas-là, il faudra reprendre un virage avec inclinaison, retourner sur la finale et récupérer éventuellement le plan que vous auriez pu perdre. Mais donc quoi qu'il arrive, si vous avez des avions légers comme les DR400, qui sont des avions relativement tolérants, si jamais vous vous trompez, vous pouvez facilement rattraper, plus facilement qu'un PA28 180 chevaux qui aura tendance à freiner difficilement. Et donc si vous prenez mal votre virage, votre dernier virage avant la finale, peut-être qu'une remise des gaz sera à envisager. Et enfin, 6e étape, c'est la finale, c'est ce fameux moment où on va toucher, où on va faire son complet. Et dans ce cas-là, axe, plan, vitesse, yeux à l'extérieur, voir si on est au niveau du plan. Si on n'a pas d'aide à la décision comme un papy ou un vas-y, on fait avec les doigts et on vérifie qu'on est bien sur le plan. Bien checker sa vitesse. La vitesse, c'est la vie, il ne faut pas arriver trop vite, il ne faut pas non plus arriver trop lentement. Gérer ces 3 équilibres, axe, plan, vitesse, et ensuite au fur et à mesure, aller chercher le numéro de la piste ou le nombre de la piste qui sera votre point de visée pour ensuite, avec votre atterrissage, toucher les 2 peignes écartés qui se trouvent derrière le numéro. Et j'ai envie de dire, le tour de piste est fini, vous vous êtes posé. Alors le tour de piste c'est intéressant, mais il faut aussi le cumuler à l'aérodrome, de comment fonctionne un aérodrome, parce que chaque aérodrome a ses fonctionnalités. J'ai pu commencer à le préciser tout à l'heure, vous allez avoir des aérodromes contrôlés avec la présence d'un contrôleur aérien, ou vous aurez des aérodromes qui ne sont pas contrôlés. Vous pourrez avoir soit un agent AFIS, soit tout simplement personne, et vous êtes libre à vous-même en auto-info. Hormis les tours de piste, il existe aussi différents types d'aérodromes. Vous allez avoir des aérodromes avec des caractéristiques normales qui vont être organisés autour de une ou plusieurs pistes. Vous allez avoir des bandes en herbe, vous allez avoir des pistes en dur, des orientations qui vont différer. Vous avez la possibilité d'avoir des obstacles, une topographie, un environnement différent. Vous allez aussi avoir des aérodromes à caractéristiques spéciales avec des destinations ou des lieux qui ne sont pas forcément accessibles à tous,
Le plus important, c'est de regarder les cartes VAC avec les aérodromes ouverts à la circulation aérienne. En fonction du signe, vous aurez la possibilité de comprendre s'il y a une piste en dur avec une certaine distance supérieure à 2300 mètres, entre 1000 et 2300 ou inférieure à 1000 mètres. Si vous êtes sur une bande ou d'une plateforme, s'il s'agit d'une hélice-station ou d'un hydro-aérodrome. Si vous êtes sur des aérodromes à usage restreint, dans ce cas-là, l'image, la légende sera différente. Voir si c'est en rouge, vous n'avez pas intérêt à y aller, ce ne sont pas des aérodromes qui sont faits pour vous. Donc, important de bien étudier ça avant de démarrer votre navigation ou votre vol local. Autre point important à voir ensemble, ce sera l'interaction en tant que pilote que vous aurez sur l'aérodrome. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'aérodrome dispose de différentes aires. Vous aurez dans un premier temps les aires de trafic, donc ce sont les aires de stationnement, comme par exemple le parking visiteur de l'aérodrome, les aires de garage, qui sont les parkings de chaque aéroclub en face de chaque hangar, ou encore les éventuelles aires d'entretien ou les aires d'avitaillement pour aller remettre du carburant. Pour aller dans ces différents points, vous allez utiliser ce qu'on appelle des aires de trafic et possiblement emprunter une partie de taxiway. Et enfin, vous aurez les aires de manœuvre qui représentent les taxiways et les différentes pistes, que ce soit pistes en dur ou pistes en herbe. Sur ces taxiways, vous retrouverez des indications de couleurs et de balises noires et jaunes qui vous donneront les emplacements que vous souhaitez rejoindre, mais aussi les taxiways, comme par exemple ici, le taxiway Charlie, pour aller en direction de la droite ou en direction de la gauche. Ils vous donneront les différents emplacements avec les dégagements de bandes qui seront toujours sur fond noir et sur fond jaune. Lorsque vous arriverez au niveau du seuil de piste, vous retrouverez des indications différentes avec des marquages qui seront rouges et noirs, avec une bande jaune que vous ne pouvez pas franchir si vous n'avez pas reçu l'autorisation du contrôleur aérien, ou que vous ne pouvez pas non plus franchir si vous êtes en auto-info et que vous n'avez pas clairement dicté vos intentions aux éventuels pilotes qui sont sur le tour de piste dans les airs. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que les aires de trafic et les aires de manœuvre représentent ce qu'on appelle un ensemble dit aires de mouvement. Ce qui est intéressant aussi, ce seront les types de pistes que vous allez retrouver. Vous allez retrouver des pistes en herbe et en dur, mais vous allez aussi retrouver des pistes en dur avec des matériaux différents pouvant accueillir forcément des avions d'un certain poids et sur lesquels vous allez peut-être vous rendre demain. Je précise ce point-là puisque à l'aéroclub Henri Guillaumet, j'ai pu déjà voir des photos de pilotes se retrouvant avec des avions de ligne et c'est très rigolo, la différence d'échelle. On a du mal à comprendre et à croire qu'on puisse se poser sur ce type d'aéroport. Les dimensions des pistes aussi, elles vont être importantes et ça, elles sont affichées sur toutes les cartes VAC. Vous allez avoir les indications type TORA, Take-off Roll Available, c'est la distance de piste disponible pour un roulement et le décollage et ça peut aussi inclure le seuil décalé. Vous allez avoir les LDA, Landing Distance Available, c'est la distance disponible pour l'atterrissage en conditions normales. Vous allez avoir la TODA, Take-off Distance Available, ça veut dire que vous avez la possibilité d'utiliser l'intégralité de la longueur d'une piste pour décoller. Vous avez l'ASDA, donc Acceleration Stop Distance Available, c'est si jamais vous décidez d'annuler votre décollage, vous avez la possibilité d'une longueur de piste disponible pour un roulage maximum. Et idem, si vous faites depuis le début du décollage jusqu'à l'arrêt de l'appareil, vous pouvez avoir un seuil décalé ou un prolongement d'arrêt au besoin. Vous allez retrouver aussi l'EDA, Emergency Distance Available, en cas d'atterrissage d'un aéronef en condition d'urgence, vous indiquez la longueur de la piste disponible et ça inclut aussi le prolongement de l'arrêt. Ce qui est intéressant aussi, ce sera le marquage que vous allez retrouver au niveau du chiffre ou du nombre sur une piste. Ça, c'est intéressant parce que le chiffre, le nombre correspond au QFU de la piste. Donc si par exemple vous êtes sur une piste qui est orientée au 0,73, on marquera 0,7 sur la piste. Par contre, si vous êtes à 0,75, on monte au plus favorable, ça veut dire 0,8, piste 0,8. Donc ça c'est intéressant aussi de bien connaître le QFU, de comprendre comment fonctionne ce marquage. D'ailleurs ça fait penser à une chose, aujourd'hui vous êtes plus de 80% de personnes à me regarder sur ma chaîne et à ne pas encore être abonnés. Franchement, je suis sûr qu'on peut faire mieux. Si ces vidéos vous plaisent et que vous avez envie de continuer à me suivre, n'hésitez pas s'il vous plaît, abonnez-vous, c'est gratuit. Et moi, je vous ferai en sorte de vous communiquer du contenu de manière régulière et j'espère surtout original qui vous aidera et qui vous apportera un témoignage si demain vous souhaitez vous lancer en vol. Ensuite, les autres marquages que vous allez retrouver,
On appelle ça des passages cloutés dans le langage code de la route. Chez nous, on appelle ça des bandes ou des peignes. Et en réalité, le nombre de bandes que vous allez retrouver sur une piste va vous donner une indication sur la largeur de la piste. Si vous avez par exemple 4 bandes, ça veut dire que la largeur en mètres sera 18 mètres. Par contre, si vous en avez 8, ce sera 30 mètres. Et si vous êtes sur 16 bandes, ça veut dire que vous avez une largeur en mètres de 60 mètres. Souvent après le numéro ou le chiffre de la piste, vous allez retrouver 2 bandes qui seront assez isolées sur les extrémités de la piste. Ça indique que c'est l'endroit où, avec votre avion, vous allez pouvoir toucher avec votre train d'atterrissage. L'idée, c'est que si vous faites sur votre tour de piste un toucher ou un atterrissage conventionnel, universel, vous allez avoir comme point de visée le numéro ou le chiffre de la piste pour ensuite, effectivement, vous poser sur les 2 peignes les plus écartés. Vous allez aussi avoir des systèmes d'aide à la décision par rapport à savoir si vous êtes sur le plan. Vous pouvez avoir le VASI, donc ce sont 2 feux qui sont l'un derrière l'autre et vont vous indiquer des codes couleurs. Ou vous pouvez avoir le PAPI, que j'indique aussi dans la vidéo de l'atterrissage, où je mets en avant comment il fonctionne. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et pareil, en fonction du code couleur, vous savez si vous êtes sur le plan ou non. Qu'est-ce qu'on peut retrouver d'autre comme système d'indication de marquage sur une piste dans le cadre de votre tour de piste? Si vous êtes sur une piste comme à Logne où vous n'avez pas d'indication lumineuse et où on ne peut pas atterrir de nuit, vous aurez des marquages sous forme de cônes blancs avec à côté des repères en dièdre, blanc et rouge. Ils auront cette forme-là. Cela signifie que ces terrains ne sont pas utilisables de nuit, ils ne sont pas lumineux, le balisage sera matérialisé par des balises qui seront dites tronconiques, blanches pour la piste, jaunes pour les taxiways et par des balisages de dièdre rouge et blanche pour les extrémités de la piste. Autre élément important qu'on va retrouver aussi sur un aérodrome et tous les aérodromes et qui est obligatoire, c'est la fameuse manche à air qui sera soit au centre mais principalement sur les extrémités des pistes et qui va vous indiquer la direction du vent mais aussi son intensité. Alors comment est-ce qu'on peut la lire? Si vous avez un vent qui est d'environ de 5 nœuds, votre manche à air sera quasiment à l'arrêt, il n'y aura seulement que le plus gros cône rouge qui flottera. Si par contre vous êtes à 10 nœuds, vous aurez un cône rouge et un cône blanc qui va flotter. Et si vous êtes à 15 nœuds, c'est plus de la moitié de la manche à air qui est quasiment debout. À 20 nœuds, la manche à air est quasiment debout, il n'y a que l'extrémité qui ne flotte pas. Et à 25 nœuds, vous avez toute la manche à air qui est levée. Et dans ce cas-là, important, si vous êtes sur des petits avions type DR400, bien regarder quelle est la limite de décollage, notamment par vent de travers. L'idée, c'est pas non plus de vous retrouver en sortie de piste ou de vous retrouver avec un avion n'ayant plus d'hélice. Alors sur un aérodrome, vous allez retrouver d'autres types de signaux qui ont tendance au fur et à mesure du temps à disparaître, mais qui encore ont le mérite d'exister. Vous allez par exemple retrouver le signe d'un carré rouge avec une croix jaune à l'intérieur. Ça signifie que vous avez interdiction d'atterrir. C'est un panneau rouge horizontal avec des diagonales jaunes. Lorsqu'il est disposé sur la signaux, les atterrissages sont interdits ou l'interdiction peut se prolonger. Si vous avez un carré avec une diagonale jaune uniquement, cela signifie qu'il y a des précautions spéciales à prendre au cours de l'approche ou de l'atterrissage. On peut être disposé à avoir des problèmes parce qu'il y a un mauvais état de l'air de manœuvre ou pour des raisons différentes. Des précautions spéciales peuvent être prises, c'est à nous de se renseigner sur le point. On peut retrouver aussi un panneau noir et blanc qui représente une forme d'altère. Ça signifie qu'il est prescrit aux aéronefs de pouvoir atterrir, décoller et de circuler exclusivement sur les pistes et les voies de circulation. Donc si vous avez ce signe-là et qu'il est disposé au niveau de l'air à signaux, ça veut dire qu'il est prescrit aux aéronefs d'atterrir, de décoller et de circuler exclusivement sur des pistes et des voies de circulation. Son faux frère jumeau, si je puis dire, là avec les barres à l'intérieur, signifie qu'il est prescrit aux aéronefs d'atterrir et de décoller sur des pistes seulement, mais que les autres manœuvres peuvent être effectuées ailleurs que sur des pistes et des voies de circulation. Alors il y a un symbole qu'on connaît tous très très bien et qui est encore très présent sur les aérodromes, et notamment sur les pistes, ce sont les fameuses croix qui indiquent que soit la piste est actuellement fermée ou qu'une partie de la piste est interdite parce que impropre aux manœuvres d'un aéronef. Autre point que vous allez retrouver et qui existe de moins en moins, c'est les fameux T qui indiquent la direction à prendre pour un avion pour pouvoir réaliser une manœuvre sur l'aérodrome. Autre point important, ce sera le chiffre ou le nombre qui indique le numéro de la piste en QFU. Ça, nous en avons déjà parlé. Vous allez ensuite avoir une flèche qui va tourner à droite ou à gauche qui indique le sens dans lequel vous allez devoir partir post-atterrissage ou décollage. Ensuite, une lettre, notamment le C, qui va indiquer le bureau de piste ou les bureaux techniques. Et enfin, vous allez avoir la typologie, une barre avec 2 traits perpendiculaires qui indiquent les vols de planeur en cours. Il y a aussi un autre élément important à savoir quand on va sur un aérodrome, et celui-là on a tendance un peu à l'oublier, mais moi je ne vous cache pas que
Je finis par oublier cette partie théorique que j'ai appris durant ma formation, mais ce sont les fameux signaux que vous pouvez recevoir de la part du contrôleur aérien, et notamment si vous intégrez un aérodrome et que vous n'avez plus de contact radio. Vous indiquez avoir une panne radio, donc le contrôleur essaie de vous joindre, il n'y arrive pas, vous allez mettre vos feux et vous allez commencer à faire des forts virages à inclinaison, toujours tout droit. Le contrôleur va comprendre du coup que vous n'avez plus accès à la radio et il va vous donner différents typologies de signaux lumineux pour vous indiquer quelles sont les consignes à respecter pour la suite du vol. Ce que vous allez principalement retrouver, ce seront des signaux blancs avec un éclat. Ça signifie que vous pouvez en vol atterrir immédiatement et dégager l'air d'atterrissage en service. Ou si vous êtes au sol, ça signifie que vous devez retourner à votre point de départ sur l'aérodrome. Si par contre vous êtes en vol et que vous avez des éclats verts, ça veut dire que vous pouvez revenir pour atterrir. Ou alors si vous êtes au sol, vous êtes autorisé à circuler. Si vous avez un voyant vert en continu, vous êtes autorisé à atterrir. Et si vous êtes au sol, vous êtes autorisé à décoller. Ça se complique si vous êtes sur la zone rouge. Si vous avez des éclats, ça signifie que en vol, l'aérodrome est dangereux, vous ne pouvez pas atterrir. Et au sol, vous devez dégager l'air d'atterrissage en service. Si c'est continu, en vol, vous devez céder le passage à un autre aéronef et rester dans le circuit. Et si c'est au sol, vous devez vous arrêter. Et enfin, si vous avez des artifices, ça signifie que, quelles que soient les instructions antérieures, vous n'avez pas la possibilité d'atterrir pour le moment. Et enfin, en parallèle de la piste, vous allez retrouver les différentes voies de circulation qu'on appelle les taxiways en fonction de l'aérodrome ou de l'aéroport que vous allez emprunter. Vous allez avoir un ou de nombreux taxiways, donc forcément, il est important de bien étudier la carte VAC avant de se lancer, de façon à ne pas vous retrouver perdu dans un éventuel labyrinthe et de déranger la circulation au sol. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qui met en avant l'aspect tour de piste, mais aussi l'aérodrome, parce que sinon, si on ne parlait que du tour de piste, la vidéo serait très courte. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'un tour de piste, c'est la possibilité de pouvoir s'entraîner, à la mania, à la phraseo, de bien effectivement avoir sa capacité de faire des super virages en dernier virage pour pouvoir bien s'aligner sur la piste. C'est aussi le fait de garantir la sécurité de l'air lorsque nous sommes en vol, et ça permet surtout de fluidifier correctement la circulation des différents aéronefs. Donc si vous n'avez pas envie de partir en navigation ou que le vol local ne vous intéresse pas et que vous avez peut-être des petits budgets, faire du tour de piste, c'est pratique, ça vous permet de vous entraîner à moindre coût et ensuite de rentrer gentiment chez vous. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas, abonnez-vous, un pouce bleu, mettez-moi en commentaire les sujets qui vous intéresseraient que je traite et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!